Bonjour, et puis bienvenue pour ce nouveau podcast anonyme version 2017, donc du coup, bonne année. Bonne année à tous, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, meilleurs vœux à toi aussi. Bon, écoute, Allez, on se bonne fait année, la hein. bise. Pas de chichi entre nous. Ah là là, bon, alors on est vraiment content de vous retrouver pour de nouvelles chroniques, de nouveaux jeux. De nouvelles aventures. Exactement, de futures surprises, on y reviendra peut-être dans quelques émissions plus tard, mais en tout cas, là, maintenant, là tout de suite, puisque nous sommes en janvier, c'est la période des soldes. C'est vrai. Donc, qui dit période de soldes dit deux jeux en français que nous allons chroniquer, JB et moi-même, deux jeux faits par deux éditeurs français. Il y aura d'abord Midnight, deuxième édition, qui sera chroniquée par JB, et moi je m'occuperai de League of Adventure. Mais voilà, avant deux jeux tout... qui sont à bas prix en ce moment. Exactement, à très bas prix. Mais avant tout, actualité oblige, Star Wars, Rogue One. Rogue quoi ? Rogue One. Donc on va parler de Rogue One aujourd'hui. Pas encore vu. Non, pas encore vu. Bon. Alors on va pas vraiment parler de Rogue One, mais on n'est pas loin. On va parler de... Star Wars. Star Wars, en jeu de rôle. Aux frontières de l'Empire, en VF. Exactement. Aux confins de l'Empire. Aux confins de l'Empire. J'ai toujours un doute sur le titre. Oui. Voilà, on va parler, actualité oblige, parlons de Star Wars. Et de... Pas juste de ce jeu, mais de toute la gamme qui est publiée depuis 2012 pour la bêta, 2013 pour la sortie officielle, du jeu publié par FFG aux États-Unis et par Age en France. Et probablement en Espagne aussi, puisque voilà. Star Wars. Star Wars, c'est une gamme en 3 parties, trois sous-univers, on va dire, trois sous-catégories de l'univers de Star Wars. Il y a donc la partie aux confins de l'Empire qui s'occupe des contrebandiers, des malfrats, de nos Han Solo et Chewbacca préférés. Les Vauriens. Voilà, quelques huts qui traînent et autres. Ensuite, il y a l'ère de la rébellion. C'est donc Rogue One. A priori, que je n'ai toujours pas vu. La rébellion, ça va être le côté plus militariste, combat, les commandos, etc. De l'univers de Star Wars. Et le troisième, Force et Destinée, qui s'occupe de la Force. Ce n'est pas le jeu que vous recherchez. Voilà, exactement, ça va être bien. Donc voilà, trois parties, mais qui occupent le même espace-temps dans l'histoire de Star Wars. On se situe à peu près entre l'épisode 4 et l'épisode 5. L'Empire a pris un coup, la rébellion est en train de revenir un peu sur le devant de la scène. Il y a plein d'opportunités partout dans la galaxie, qu'on soit un Vaurien ou un Jedi. Exactement. Chacune de ces 3 sous-gammes se décompose d'une boîte d'initiation, un livre de base, des suppléments et des aventures. En français, l'une des 3 gammes n'a pas de boîte d'initiation, a priori. Je crois que l'ère de la rébellion n'en a pas. Mais elle existe en VO. Voilà. C'est un peu étrange. Voilà. Enfin, bref. L'idée, c'est des boîtes d'initiation remplies de matériel, des personnages prétirés, règles, scénarios, cartes, plans, etc. C'est vraiment bien. Moi, j'en ai ouvert une, j'ai adoré. Ah oui. Le rapport qualité-prix est vraiment intéressant. Ouais, ça vaut le coup. Les scénarios sont pas mal. Surtout que Edge fait des choses bien et traduit pour chacune des gammes un scénario gratuit supplémentaire, les pré-tirés, des aides de jeu, etc. Exactement. Donc rien qu'avec la boîte d'initiation, il y a déjà de quoi se faire la main et comprendre le jeu. Ensuite, il y a donc les bouquins de règles qui arrêtent des balles et peuvent probablement servir d'arme contendante. C'est assez énorme quand même. Plus de 400 pages, superbement illustrés. Sont vraiment des très très beaux bouquins. Uniquement du dessin, pas de photos ou quoi que ce soit. Moi je trouve les bouquins magnifiques. Le responsable de la mise en page, c'est celui qui avait travaillé sur la 4ème édition de L5R pour FFG aussi, qui avait fait un travail magnifique sur ce jeu. On en reviendra peut-être un jour sur L5R. Je pense. Ce serait bien. Ce serait bien. Voilà, des bouquins superbes, et puis donc des suppléments de contexte et de règles à associer. Donc on parle de planètes, on va rajouter des équipements, on va approfondir des axes de découverte
sur les brigands, il y a un supplément qui est sur les huts, et donc toutes les familles de mafieuses, on va dire, dans ce que c'est qu'une famille mafieuse dans l'univers de Star Wars, par exemple, et des bons gros scénarios mini-campagne aussi qui sont sortis. Alors, tu le sais, par FFG, ce jeu est quand même basé sur... avec beaucoup de dés spéciaux. Ça rappelle pour beaucoup Warhammer 3, qui aurait pu être une bonne ou une mauvaise expérience pour certains. Alors, est-ce que c'est les mêmes genres de règles, ou est-ce que ça a été un peu allégé ? Qu'est-ce qu'il en est ? À la base, c'est les mêmes règles. On a une feuille de personnage, et on récupère différents types de dés en fonction de ses caractéristiques, ses compétences, ses talents, la difficulté, les talents des monstres, etc. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais au final, c'est très très simple de se constituer une main de dés. On les lance, on regarde les symboles, on interprète. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que les deux systèmes sont totalement identiques. Warhammer, surtout pour la VO que je connais très bien, je sais que sur la VF ils ont essayé de réduire un petit peu la dépendance au matériel. J'ai une boîte énorme en plastique remplie de pions, de cartes, de choses comme ça. C'est super sympa sur la table, ça se joue très très bien, mais au fur et à mesure où on ajoute des suppléments, ça devient ingérable. Ça devient gérable. Le crunch est de partout, et au lieu de simplifier en disant j'ai juste mes cartes pour mes pouvoirs, je peux faire ça, au final, comme tout est une carte, un pion ou autre, il y en a plein la table. D'accord. Et c'est horrible à suivre. Pour Star Wars, il n'y a que les dés. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Très très simple, il n'y a que les dés. Alors, les personnages sont définis par des arbres de compétences. Ouais. Un petit peu comme dans les jeux vidéo. Voilà. Et il existe des paquets de cartes pour ceux qui veulent avoir juste les cartes devant soi pour simplifier. Maintenant, les arbres de compétences, les arbres de talent sont aussi téléchargeables sur le site de Edge. On peut avoir sa feuille devant soi avec toutes les informations nécessaires. Les cartes, c'est vraiment du goodies pour se faire plaisir. Là, il y a vraiment juste besoin des dés et des bouquins. D'accord. D'ailleurs, les dés sont pas toujours faciles à trouver. Un set de dés est relativement cher. Il existe une application qui existe au moins sur Android et iOS, il n'y a pas de problème. Elle doit coûter trop 4 euros, alors qu'un set de dés doit en coûter une quinzaine. On peut lancer autant de dés qu'on veut, faire ses mains, etc. Moi, je la conseille très sincèrement. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop payer pour des applications comme ça, mais c'est super pratique. Ça simplifie, et surtout, les dés sont très 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 durs à trouver, parce qu'il faut qu'ils en rééditent à chaque fois, et ça met beaucoup beaucoup de temps. Très bien. Tu as fait juste comme ça un petit tour sur ce même espace-temps, ces 3 jeux, ces dés spéciaux, etc. Moi, du coup, j'ai quelques petites questions. Honnêtement, j'ai juste un peu joué au kit d'initiation, on m'a un peu guidé. Forcément, moi, je suis un grand fan de Star Wars, ça se voit d'ailleurs. Mais, mais est-ce que c'est facile à lire ? Est-ce que quelque part, si on est... parce que Star Wars, ça va attirer plein de gens, puis vu l'actualité, peut-être de nouveaux en fait rôlistes. Est-ce que en tant que joueur ou en tant que MJ, c'est plus ou moins facile niveau initiation ? Pas du tout. Oui, alors déjà, il y a les boîtes. Elles sont faites pour ça. Moi, je connais des gens qui ont passé leur boîte à leurs adolescents en disant tiens, vas-y, amuse-toi. Et les gens ont pris la boîte, ont fait maîtriser la partie à leurs copains. Le système est très très simple. Les dés sont très faciles à lire. Alors, c'est vrai que ça paraît un tout petit peu bizarre, mais honnêtement, au 3e lancer de dés, on sait ce qu'on a besoin de faire. D'ailleurs, sur le site de Edge, j'ai vu une petite BD en fait qui explique un peu les dés, qui est très très bien. Je t'ai vu très bien dessus, faite. Moi, j'ai remarqué aussi un truc très intéressant avec ce système de dés, c'est que ça focalise l'attention des joueurs autour de la table. Qui n'a pas connu le joueur qui attend son tour tranquillement dans un coin, à un moment c'est moi qui ai l'initiative, qu'est-ce que je fais et tout. Non, les dés avec tous ces composants et ces couleurs, tout le monde se dit t'as pensé à ton dé de bonus, attends, je peux faire ça et te donner une aide, etc. Il y a une petite synergie autour de la table qui se fait, qui est très sympa. Et surtout, les symboles s'interprètent. C'est-à-dire que c'est pas juste, ça te dit exactement ce que fait, c'est des oui et, des non mais. Alors des fois on peut avoir non, mais et. On peut avoir des cas un petit peu complexes à gérer. Mais du coup ça force un peu tout le monde à participer à ça. Exactement. À proposer des solutions, à trouver des idées qui collent avec le personnage, le groupe, le scénario et ce qu'on essaye de faire. Donc à ce niveau-là, moi je trouve que c'est hyper ludique.
très facile à comprendre, Mhm. et voilà quoi, ça roule tout seul. Par contre, il y a un deuxième pendant quand même à ta question. Ouais. Si les boîtes d'initiation sont super bien faites, etc., ensuite, on est obligé de passer par un bouquin de plus de 400 pages. Pour les plus jeunes, c'est pas forcément plus facile. Ouais. Mais sachant que dans les bouquins, il y a quand même des grosses listes de vaisseaux, d'équipements, enfin il y a plein de choses qui sont pas nécessaires à la lecture, et que la personne a déjà lu les règles dans le kit d'initiation, ça devient presque plus un manuel de référence qu'un vrai livre de règles. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir rentrer en se disant ça sert de référence, t'es pas obligé de tout lire et tout. Mais bon, c'est quand même dense. D'accord. Et si je suis très très riche, admettons, hein, juste comme ça, si je suis très très riche, Je t'épouse. on va se calmer déjà. Point trop d'infos, tu sais que je suis déjà pris. Hein, Et moi voilà. aussi. Je suis désolé. Donc si je suis très très riche et que carrément j'achète les 3 jeux, est-ce que ça se mélange ou pas? Complètement. Genre je peux avoir un vaurien, un rebelle et un Jedi. Exactement. Ça me rappelle un film. Ouais. Non. Non, pas fait. Oui, les systèmes sont strictement identiques. Alors, c'est le petit défaut, c'est-à-dire que dans les 3 bouquins, il y aura une partie redondante. Ouais. Maintenant, il y a des sortes de classes de personnages, des spécialités. Elles sont différentes dans chaque bouquin, même si elles suivent des thèmes. Comme elles suivent des thèmes, les diplomates de chaque bouquin peuvent interagir entre eux et on peut D'accord. reprendre des informations les uns des autres. Il y a souvent des vaisseaux différents, des équipements différents, des races différentes d'un livre à l'autre, et d'autres identiques. Donc il y a une petite partie commune, redondante, plein d'informations supplémentaires à chaque fois, et toutes strictement compatibles. D'accord. Par exemple, pour comparer, FFG a édité les jeux de la gamme Warhammer 40 000. Il y a plein de jeux avec plein de livres de base. Les gens disent oh, vous vendez à chaque fois le même livre de base. Pour qu'on n'ait pas l'impression de vendre le même livre de base, chacun des jeux a un axe différent. Les personnages qu'on crée n'ont pas du tout le même niveau de puissance. Il y a plein de petites différences qui permet quelque part effectivement de ne pas se sentir lésé quand on achète plusieurs bouquins. Mais les jeux sont plus compatibles entre eux. D'accord. Pas aussi facilement. Alors que là, on a accès à la compatibilité, par contre on va avoir un peu de redondance. Ok. C'est difficile de faire autrement. D'accord, donc il faut vraiment être riche. Ouais, c'est le problème. Et enfin, en fait, un petit peu pour finir... Mettez des likes, regardez, partagez les vues, un jour on sera riche avec le On podcast. sera riche grâce à vous. Et Laurent pourra acheter les jeux. Carrément. J'en ai pas assez. Bref. Et enfin, Star Wars, le jeu de rôle, ça a un certain passif. C'est-à-dire qu'il y a eu la version D6, une version D20 en... Deux versions des 20 en fait. 2 versions D20, dont la version saga là-dedans. Celui-ci maintenant. Toi, tu as joué à toutes ces versions ou pas? Alors j'ai beaucoup joué à la version D6 à l'époque. Ouais. J'ai fait 1 ou 2 parties de la version D20 de base, mais pas la saga, mais que j'ai lu quand même. Et j'ai joué à celle-là. Donc la question c'est laquelle je préfère. C'est tout à fait ça. Moi aussi j'ai pris des niveaux en force. Honnêtement celle-là. Ah ouais. Je la trouve vraiment très bien, très simple. J'aime beaucoup le système de jeu. Parce qu'il justement il encourage un petit peu cette narration partagée autour de la table sur les résultats des dés. Et même si j'ai une petite nostalgie pour la version D6, le système de jeu est un peu bancal, pas très bien équilibré. Il a ses qualités et ses défauts. Par contre, les suppléments étaient très intéressants. La partie technique étant relativement light dedans, recycler, puisque c'est la même période, recycler les bons suppléments, les bonnes campagnes du D6 vers Age of Empire, je pense que c'est un moyen de faire le meilleur des deux mondes. D'accord, ok. Bon, bah c'est parfait. Voilà. Quelque chose à ajouter dessus, de plus ou... Je crois qu'il faut que j'aille voir Rogue One. Hein. Faut que t'ailles voir Rogue One. Exactement. Donc c'était notre petite chronique sur Age of Empire, et surtout n'oubliez pas, j'ai envie de dire bon jeu, bonne lecture et Rogue One. Et puis bonne année. Et bonne année.